Chers amis, j'espère qu'on entend parce que le haut-parleur marche, ça va. Après avoir mangé des kreidels comme ceux qu'on nous a offerts tout à l'heure, il fallait un trou normand, c'est servi de moi. Je me rappelle en 1951, ou 50 ou 51, j'étais rabbin à Bischheim, et on m'a appelé un beau jour à célébrer un mariage à Tzwatzene. Je crois que c'est le dernier mariage qui se soit célébré là-bas. Le marié était un vieux copain à moi, et puis je me suis rendu, j'étais en vacances quelque part du côté de Paris, je suis venu le marier. Et puis au cours de la réception, j'ai entendu quelques vieux de Tzwatzene, il n'y en avait plus beaucoup, qui parlaient entre eux. Tout à coup, il y en a un qui dit à l'autre, « Hushksen, der Polak, hat gut geredet. » C'était ma première rencontre avec Tzwatzene, quelque chose comme une quinzaine ou une vingtaine d'années après que j'y avais vécu. Il faut quand même que je vous dise comment je suis arrivé à Tzwatzene. Moi, je suis à Strasbourg-Urwakes. Je suis né du côté de la place des Orphelins. Je suis allé in Popeleschule à Sainte-Madeleine. Et puis, je suis allé au lycée Fustel de Coulanges, comme tous les gens de la communauté, parce que j'habitais pas loin de là-bas. Puis, j'ai eu la malchance, à l'âge de 8 ans, de perdre ma mère. Et mon père est resté seul avec 3 enfants. Il n'a pas su exactement comment se débrouiller. Et puis, un beau jour, il a appris, c'était en 1933, qu'une famille réfugiée d'Allemagne, une famille juive réfugiée d'Allemagne, habitait dans un village dont il n'avait jamais entendu parler, qui s'appelait Quatzenheim, et qu'ils étaient prêts à prendre en pension des enfants. Et c'est comme ceci que j'ai débarqué un beau jour à Tzwatzene. J'étais un gosse de la ville. Mon éducation, je l'avais reçue à Strasbourg. La choule que je fréquentais, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui Adat Israël. Et puis je me suis trouvé transplanté du jour au lendemain dans un village dont tout ce que je comprenais, c'était le dialecte, parce qu'ayant été élevé place des Orphelins, je parlais mieux l'alsacien probablement que le français à ce moment-là. Je suis arrivé dans une communauté qui, pour l'enfant de 8 ans que j'étais, était une nouveauté totale. J'avais été élevé, moi, dans une famille traditionnelle, comme on l'était en Europe orientale. Le Shabbat, c'était sacro-saint. La cacheroute, c'était impeccable. Et j'arrive dans un village où il n'y avait plus qu'une quinzaine de familles à peu près. Et dans ce village, j'ai été amené à vivre d'une façon totalement différente de celle que je connaissais chez moi. Il est vrai que la famille dans laquelle je me trouvais ne me dépaysait pas fortement. Mais lorsque pour la première fois, le vendredi soir, je suis allé à Choule et que j'ai vu tous les habitants du village avec le chapeau haute forme, une espèce de vieille redingote, je me demandais si c'était Pourim. Il est vrai qu'à Tzwatzene, ils n'avaient pas l'habitude qu'ils avaient à Hohenheim, où on allait en hiver à la Choule en chapeau haute forme et en sabot, parce qu'il faisait trop froid à la Choule, il valait mieux avoir les pieds au chaud. Mais à Bischheim, les gens venaient à la Choule en chapeau melon ou en beau chapeau, et comme on ne pouvait pas être oufkeruf en chapeau mou ou en chapeau melon, il fallait un chapeau haute forme. Alors ils avaient des grands troncs blonds qui dataient encore de l'époque du grand-père, qui étaient dans le stender et qu'on utilisait exclusivement à la Choule pour être oufkeruf. Je ne sais pas si c'est vrai comme ça pour d'autres villages, vous pourrez peut-être me compléter cela. Mais à Tzwatzene, c'était encore comme ça. On allait encore en 1933, les vieux palpatum allaient encore à la Choule en chapeau haute forme. Il est vrai qu'il y avait un parnes qui avait un chapeau melon. C'était déjà un révolutionnaire. Est-ce que je dois dire c'était un libéral? Je ne crois pas. Alors je me suis trouvé dans ce village où, disais-je, il y avait à peu près une quinzaine de familles. 15 familles. Il y avait 3 épiceries dans le village. Les 3 étaient des juifs.
il y avait Schamschels, il y avait Snedele, et puis le troisième, je ne sais plus comment l'appeler exactement, c'était le grand-père, ou c'était la mère, autrefois le grand-père de André Blum, de Tzwatzene, que tout le monde connaît ici. Il y avait deux boucheries, c'était deux juifs. Il y avait de Itzik et il y avait de Jérôme. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait comme magasin dans le village. Les autres étaient ou Peimeshändler, ou allaient un petit peu partout vendre la marchandise, mais j'étais trop jeune pour le savoir. Le gros morceau dans cette communauté, c'était d'arriver à avoir un minyan de Shabbos. Parce que minyan, il y avait. Mais il suffisait que Itzik soit brogus parce que quelqu'un s'était bagarré avec lui à propos de la viande, et le Itzik faisait à ce moment-là la grève, et on pouvait attendre le Shabbos matin jusqu'à 10 heures, et le Itzik ne venait pas, il n'y avait pas minyan. Combien de fois c'est arrivé ça? Alors je suis arrivé dans ce village, et j'ai rencontré celui qui était le Kotel Ish du village, de la Kille, c'était le Chazan. Un rabbin, il n'y en avait plus. Je dois vous dire que c'est des années plus tard. Peut-être parce que j'avais été passionné par mes souvenirs de Tzwatzene que je me suis intéressé à l'histoire du Juif d'Alsace. Et je me suis rendu compte que cette communauté de Tzwatzene était une communauté importante. Qu'il n'y a pas si longtemps, c'était une communauté qui était le centre d'un rabbinat et que jusqu'en 1910, il y avait un rabbin à Tzwatzene, le dernier c'était le pauvre Max Guggenheim Selig, qui a quitté Tzwatzene pour aller à Westhofen et de Westhofen est allé à Buxwiller pour finir à Saverne, mais que pendant au moins 50 ou 60 ans, Tzwatzene était un rabbinat. Quand moi j'y suis arrivé, il ne restait plus grand-chose de ce rabbinat. Je vous ai dit, il y avait une quinzaine de familles, et moi j'habitais à l'école, école. Il y avait plus d'écoles juives. Il n'y avait plus d'instituteurs. Le dernier, ça avait été Moïse Bloch, que tout le monde a connu à Strasbourg. Mais à Tzwatzene restait un Chazan. Et ce Chazan, il groupait autour de lui l'ensemble de la Kille. Quand on venait à la choule, il était là. En semaine, évidemment, il n'y avait plus de choule. Sauf quand quelqu'un avait Yartzeit, il y avait merveilleux Karlshaus. Et c'était toujours le même Chazan que j'ai connu là-bas. Et c'est lui qui nous faisait l'enseignement religieux. La première fois que je suis arrivé là-bas, moi je venais d'un Talmud Torah, on m'avait appris un tas de choses, du moins je le croyais. Je suis arrivé là-bas, il me dit, Hol dein deutsches Lesebuch. Je ne savais pas l'allemand, moi, au lycée à Strasbourg, on n'apprenait pas l'allemand en classe de 10e comme à l'école primaire. Dein deutsches Lesebuch. Alors j'ai sorti de mon cartable un livre qui était pour moi du chinois, il m'a dit, jetzt schreib mir das ab. Je devais lui copier quelque chose que je ne connaissais pas. Quand j'ai essayé péniblement d'écrire les lettres, il s'est fichu de moi, il m'a dit, nein, auf Jiddisch. On ne m'avait pas appris à écrire. Je savais lire, je savais même traduire, je connaissais mes prières par cœur, mais écrire en cursive ou en imprimé, ça, au Cheder, on ne me l'avait pas appris à Strasbourg encore. Alors j'ai passé des mois à écrire Paul hat Zahnweh, welch ein Fein, Peter geht mit ihm zum Zahnarzt. Tout le monde nous faisait ça. Et quand on avait copié ça, alors il disait Jetzt Bench. Alors on commençait à réciter le Bench, à réciter, et après on commençait par le Shema. Mais à force de le dire, à force de le répéter, finalement on en avait quand même appris quelque chose. Nous n'étions pas nombreux. Je crois qu'on était en tout et pour tout une dizaine d'enfants qui venaient de tous les âges. Et, comme il n'y avait plus d'école juive, on allait à l'école communale. Ça, c'était extraordinaire. Parce que le Shabbos matin, il n'y avait pas classe pour nous. Ça datait probablement d'une époque très reculée. L'enseignement religieux, c'était un village protestant, l'enseignement religieux était donné le Shabbos matin de 8 à 10 pour permettre aux enfants juifs d'aller à la shule, mais à 10 heures, il fallait être à l'école. Et pendant les 2 années que j'ai passées là-bas, j'étais tous les Shabbos matin à la shule, et à 10 heures, la shule était terminée, et puis on allait à l'école. Un gosse qui écrivait le Shabbos, ça n'existait pas. Le non-juif du village n'aurait pas compris cela. Alors la journée du Shabbos était assez longue, en été. On revenait de l'école à midi, l'après-midi, au début de l'après-midi, on allait à la Mincheshule,
Puis on retournait à l'école où il fallait chanter les cantiques du samedi soir. Vous savez, un village protestant. Jour du Seigneur, ouvre mon cœur à ta douce prière. Ouais, je me rappelle même ça. Et ensuite, on attendait une Schulhof, que le Shabbat se termine et pour qu'on aille à la Marvschule. Et cette choule, elle est restée dans ma mémoire comme quelque chose d'extraordinaire. Je vous ai dit que moi, j'étais un gosse de Strasbourg, mais je n'étais pas de la grande communauté, j'étais d'Adat Israël, qui était à l'époque une communauté très pauvre. J'arrive dans un village qui a une choule, qui était à l'époque déjà une choule très ancienne, et qui avait des poroches dont je rêve encore aujourd'hui, tellement ils étaient superbes. Du moins, à mes yeux d'enfant, c'était quelque chose de merveilleux. Alors, cette choule, qui était une choule ancienne, n'avait absolument rien à l'extérieur d'une choule comme on en a construite au XIXe siècle. À l'extérieur, c'était une simple maison, une maison assez grande, et l'intérieur était une choule, et n'avait absolument rien qui pouvait évoquer de près ou de loin un lieu de culte chrétien, quel qu'il soit, comme on les a construits au cours du XIXe siècle. Mais ce qui était extraordinaire, ce qui m'avait toujours marqué, c'est la petite Karlstube à côté. Et je me rappelle, à une époque où quelqu'un était là-bas, et qu'on allait à la choule tous les soirs, je me souviens des soirs d'hiver, où je partais de chez moi, moi aussi je disais Kaddish à l'époque, j'avais 8 ans, donc j'étais à la Hauptschule le soir aussi. On traversait le village froid, sous la neige souvent, et surtout dans une obscurité totale, et on rentrait dans cette petite pièce surchauffée. C'était quelque chose d'absolument merveilleux. On avait l'impression qu'on venait de l'enfer et qu'on entrait au paradis. C'est là que j'ai appris pour la première fois qu'on pouvait être à Paltfille, qu'on n'avait absolument pas besoin forcément, qui est à Hasn. Et c'est là aussi que j'ai pris l'accent alsacien dans la prononciation de l'hébreu. Pour moi, un base sans point, c'était un vase. Là, j'ai appris que c'était un face. Pour moi, je disais le Eilo Mikol Bichoso. Là-bas, j'ai appris qu'il fallait dire le Yeilo. Mais c'était quelque chose de typiquement du terroir. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait dans le Schulhof, au fond du Schulhof, une espèce de petite bâtisse. Un jour, je suis rentré là-dedans et j'ai vu des bêches, des pioches, des pelles, une brouette, une espèce de planche. Et quand j'ai demandé au copain qu'est-ce que c'est, il me dit ça, c'est ce qu'il faut pour le cimetière. J'ai dit qu'est-ce que c'est cette maison? Cette maison-là, mais c'est un mikve. Je ne savais pas moi ce que c'était un mikve, j'étais un garçon de 8 ans. Et puis on m'a dit ça c'était un bain. Autrefois on s'en servait. Mais il y avait probablement une génération que plus personne n'avait utilisé ce bâtiment qui servait uniquement de remise. Ce qu'il y avait dans cette communauté, c'était un cimetière extraordinaire. Un cimetière qui était situé, vous le connaissez peut-être encore aujourd'hui, qui était situé en hauteur, comme la plupart des cimetières en Alsace. Et ce n'est pas cette partie moderne qui m'intéressait. Mais j'étais intrigué par une partie qui était un peu plus en contrebas et qu'on voyait de l'extérieur à travers une grille, où une pierre tombale était semblable à l'autre. C'est des années plus tard que je me suis promené là-dedans et que j'ai vu que c'était le cimetière datant de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle de cette communauté. À cette époque-là, les pierres étaient les mêmes, riches ou pauvres, et ce n'est que finalement plus tard qu'on a vu des pierres tombales qui variaient proportionnellement à la situation sociale des uns ou des autres dans le village. Mais à l'intérieur de la communauté même, on ne s'apercevait pas de ça. Autour de ce chasm, qui était vraiment, pour les enfants que nous étions, c'était le bon Dieu en personne. Quand il vous regardait, ou quand il vous demandait de lui faire une commission, et ça arrivait tous les jours, on courait. Mais là où je l'ai vu, pour la première fois dans ses fonctions, c'était quand il cherchait. Il m'arrivait aussi de devoir lui amener une volaille, et il faisait la shrita de la volaille, mais pour les gosses que nous étions, le grand moment, c'était lorsqu'un des deux bouchers faisait abattre. Alors il y avait la boucherie, à côté il y avait une espèce de hangar, une espèce de garage, et puis tout à coup on venait là-bas, on voyait une grosse bête couchée,
et on attendait que le shochet arrive pour Shechten. Seulement, ce qu'on nous racontait dans le creux de l'oreille, c'est quand il s'agissait d'un taureau, le shochet, il ne le faisait pas. Il avait tellement peur qu'on faisait venir le shochet de Vosle. Eh bien, j'ai passé 2 ans. 2 ans au cours desquels j'ai appris à comprendre le Yiddishkeit, parce que les vieux parlaient encore le Yiddishkeit. Les enfants que nous étions le comprenions, mais nous ne le parlions pas. C'était un peu comme chez moi à la maison, mes parents me parlaient en Yiddish, et moi je répondais en alsacien. C'est lorsque j'étais adulte, au séminaire et plus tard, que j'ai appris le Yiddish. À Strasbourg, je ne le connaissais pas. À Tzwatzene, j'ai appris à comprendre le Yiddishkeit, mais je ne savais pas le parler. Il a fallu attendre la guerre et le maquis pour qu'avec des copains, pour se rappeler que nous étions quand même d'ici, nous ayons commencé à parler Yiddishkeit, et ensuite j'ai eu le privilège d'être à Bischheim et d'avoir un excellent mentor qui m'a permis d'apprendre ce que pendant des années, j'avais eu le temps d'oublier. Je parle de Tzwatzene avec énormément d'émotion. Je vous rappelle, c'était une communauté parmi un certain nombre de Kehillos de cette région, dans la région du Kochersberg. De quand datait la communauté, personne n'était capable de me le dire. Elle était probablement devenue une communauté d'une certaine importance avant la Révolution. Mais comme il y avait beaucoup d'autres communautés à côté, il y avait Kittelce, il y avait Winzene, Kittelce, Tzwatzene, c'était 3 communautés qui dépendaient d'un même rabbin. Et au XIXe siècle, lorsque le rabbin de Kittelce est mort et qu'il a été remplacé, son remplaçant, il a préféré s'installer à Winzene. Et quand lui est mort, son successeur a préféré Tzwatzene. Et c'est comme ceci que Tzwatzene est devenu un rabbinat. Mais ces 3 communautés, ça allait toujours ensemble. Et chose curieuse, il y avait, autour de cette communauté, il y avait Biversheim, il y avait Fessenheim, il y avait Hürtigheim, il y avait Fürstenheim. Dans aucune de ces communes, il y avait un juif. Et la seule commune protestante, c'était Tzwatzene. Et à Tzwatzene, il y avait une communauté assez importante. Pour moi, comme gosse, cette communauté me paraissait énorme. J'y suis retourné après la guerre. J'étais marié, j'avais des enfants. La première fois que j'y suis retourné, c'est quand j'avais une voiture, en été. Et quand j'ai voulu montrer à mes enfants ce grand village dans lequel j'avais passé 2 ans de mon enfance, j'ai pas eu le temps de leur dire du Tzwatzene que la voiture était déjà à l'autre bout du village. C'était effectivement une commune toute petite, 300-350 habitants, c'est tout ce qui restait. Et quand on pense qu'il y a 2 ou 3 générations, il y avait là un nombre de familles qui prouvait qu'il y avait 150 ou 200 juifs, au moins, qui y habitaient, c'est vous dire l'importance et la place qu'ils tenaient dans cette commune. Je me rappellerai toujours ce qui était à l'époque encore une communauté vivante. Le Shabbos, c'était un Shabbos pour tout le monde. Et quand un schnorrer venait dans le village, à l'époque, il y avait encore des schnorrers alsaciens. Mais ils étaient déjà remplacés en partie par des schnorrers venus d'Europe de l'Est, mais il y en avait encore l'un ou l'autre qui venait de temps en temps. Mais le Shabbos, c'était quelque chose de sacro-saint pour tout le monde. On racontait bien de temps en temps qu'il y avait quelqu'un qui prenait le tram pour aller à Strasbourg, pour revenir du Malcolm. Mais comme la gare se trouvait à 1 kilomètre du village, à moins d'y aller, on ne pouvait pas le voir. Et alors, lorsque c'était à Yom Tov, je me souviendrai encore qu'un des balbatines de la communauté a pris les enfants avec lui et est allé se promener avec eux en direction de Strasbourg. On est allé presque jusqu'à Ittenheim, vous savez, à peu près sur la grande route, où tout à coup on voit la cathédrale de Strasbourg de loin. Je crois que ça devait être au moment de Shavuot. Et cette promenade, j'ai essayé de la refaire en voiture. Cette promenade est un des souvenirs que le gosse de 8 ans que j'étais à l'époque a gravé au fond de lui-même. Cette promenade, la synagogue et surtout un parochet splendide en velours bleu avec, je crois, en broderie, la Keidas Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Et encore,
l'image de ce chazan avec une grande barbe blanche et dont je sais qu'il est mort après la guerre, presque centenaire, à Lyon. Je suis revenu après la guerre et j'ai recherché cela. J'ai vu l'école juive où j'avais habité, c'était devenu le bureau de poste. J'ai cherché la maison du chazan, les Allemands l'avaient démolie. C'était une maison qui aurait pu rentrer probablement dans un des coins de cette salle à manger. C'est quelque chose de minuscule. Je retrouvais l'endroit vide. Il y avait de quoi construire une baraque ou de planter 2 tentes. Les seules maisons qui ont disparu pendant la guerre, c'était 3 maisons juives, qui étaient des vieilles maisons appartenant probablement à des familles très très modestes et qui ont été arrachées et remplacées après la guerre par des maisons neuves. Schwarzenen n'était qu'une communauté parmi beaucoup de Kehilles en Alsace. Il y avait beaucoup de petites communautés comme celle-ci. Et ce sont des communautés dont la guerre a pratiquement hâté la fin. Qui restaient encore après la guerre quelques familles, c'était plus suffisant pour avoir un minyan chaque semaine. Mais il y avait encore minyan le Yontef, Rosh Hashanah et Kippour à plus forte raison. Je crois qu'actuellement, à moins que l'un ou l'autre des vieux de Schwarzenen reviennent depuis la ville, il n'y a plus moyen d'avoir un minyan. Il y avait encore de mon temps un café qui appartenait à un juif. Et c'est le café où tout le monde se retrouvait le Shabbos après-midi pour jouer au domino. C'était encore un jeu de juif le Shabbos après-midi. Je ne me souviens pas que quelqu'un ait jamais écrit. Ils utilisaient des jetons à ce moment-là. Mais le temps a changé. Et il paraît que quelques années plus tard, si j'étais revenu à Schwarzenen, je n'aurais probablement pas reconnu le village. De ceux que j'ai connus, il n'y en a plus un seul qui habite là-bas. Quelques-uns habitent la ville, d'autres habitent ailleurs en France, mais le souvenir que moi j'ai gardé de Schwarzenen, c'est quelque chose qui m'a entièrement pénétré. Et je ne parle pas maintenant pour parler, c'est quelque chose qui me vient vraiment du fond du cœur, parce que j'ai trouvé là-dedans quelque chose de différent et de nouveau par rapport à l'éducation que moi j'avais reçue. Et peut-être est-ce un des facteurs qui a fait que plus tard, j'ai choisi la carrière rabbinique. Et je terminerai sur cela, en évoquant ce que j'ai vu pour la première fois comme gosse là-bas. Un jour, quelqu'un est mort dans le village. Un juif est mort dans le village. Et tout à coup, j'ai vu arriver un homme, en chapeau melon, en costume sombre, avec un pantalon hochwasser. Et on m'a dit, c'est le rabbin. Et puis je suis allé, comme tout le monde, voir ce qui se passait à cet enterrement, dans la cour de la maison où il habitait. Et je vois le même homme, habillé en curé, avec un chapeau de curé, avec une soutane qui avait Hochwasser elle aussi, et qui a fait un discours en allemand. Cet homme, je ne le connaissais pas à ce moment-là. Puis je l'ai entendu, au moment des Sliches, parler à la Schule. Un très beau discours en allemand, très beau pour l'enfant que j'étais, j'ai probablement rien compris, mais ça me faisait l'impression d'être très beau. Et puis plus tard, lorsque je suis retourné à Strasbourg 2 ans, après avoir passé 2 ans là-bas, j'ai retrouvé le même rabbin, et devenu mon professeur au Talmud Torah. Je me suis aperçu que ce rabbin, qui pour moi était quelque chose d'indéfinissable à l'époque, était un homme d'une bonté, d'une érudition, d'une gentillesse extraordinaire. C'était le rabbin Jérôme Lévy d'Obernai. Et je me suis très attaché à lui. Il a été mon professeur jusqu'au moment de la guerre. Vous savez qu'il est mort pendant la guerre et qu'il n'est pas revenu. Et c'est peut-être aussi un de ceux qui a provoqué plus tard, de façon insensible, le choix que j'ai fait de ma carrière rabbinique. Mais je crois que ce que m'ont donné, dans cette période de mon enfance, une communauté comme celle de Schwarzenen, ce que j'ai connu ensuite pendant les 5 premières années de ma carrière rabbinique, dans une communauté qui avait été une communauté brillante, mais qui n'était plus qu'une petite communauté, je parle de Bishop, ça a été quelque chose d'absolument déterminant. Et si aujourd'hui je me sens à l'aise dans une communauté d'Alsace, c'est peut-être à cause de ce que j'ai appris dans ces petites communautés. Je vous remercie.
remercie encore celui que j'ai qualifié tout à l'heure de Unser Rêve, et je le fais avec une émotion encore plus grande maintenant. Je voudrais demander s'il veut bien au Pépé Metzger de venir nous lire son poème. Monsieur le Grand Bain, je me tout le monde qui est présent. Ich will nicht euch langweilen und euch was Schmüs erzählen. Schmüs aus uralter Zeit, wo der Haller die Frauen noch hat gefreit. Damals hat man noch keine Elektrizität gekannt. Petrolampe und Schandler hat man gebrennt. Hat nicht gewusst von der elektrischen Schabbesblatt, die brennt von Freitagabend bis am Schabbesnacht. Damals hat man nach Schabbesessen in den Stob gesetzt. Mit Holzkohle hat man den gekitzt. Aus der Zeit habe ich ein Mosel von euch passiert, das in Trimbach im Unterland ist passiert. Was ich euch jetzt erzähle, ist kein Gelaumes. Das ist alles pur Emmes. Wenn einer von Trimbach noch da ist, können wir es beschweren. Wenn nicht, will mir es halt glauben, ich kann andere Lehrer. In Trimbach, in dem ältesten Städtel, hat gewohnt die Schemesdietl. Jedes Kind hat die Schemesdietl gekannt, denn am Freitagabend, am Freitag sind alle Türen gerannt. Wer hat zusammen nicht hitzen, hat bei der Schemesdietl können sitzen. Bohnensuppe, Kugel, Filtermaber, damals hat man noch alles vertragen. Am schönen Tag haben die Reine und die Seher, da kommen wir miteinander große Seher. Jeder hat gesagt, die größte Kugel ist mein. Sie haben nicht unterscheiden zwischen mein und dein. Wie sie nachgegangen geht mit Pefze, sind sie zum Parnus gelaufen, fragen um Eize. Der Parnus hat gesagt, wenn es euch nicht gefällt, will ich ein salomonisches Urteil fällen. Wer das glänzende Helm nicht sieht, dem soll der gleiche Kugel sein. Wer es längste sieht, ist sowieso der Kleine sein. Aber ich will euch gehen jetzt so guter Raut. Das nächste Mal machen wir ein Bändel dran, die eine weiß, die andere rot. Und ihr wollt niemals kein Gesetz mehr geben und euch mehr geben, und ihr könnt ja wie zwei Kinder miteinander leben. J'essaie simplement de traduire très rapidement juste quelques termes pour les gens qui n'ont pas pu comprendre. Et je m'excuse, je n'ai pas du tout préparé, et si je sèche, je compte sur vous. Bon, je vais de nouveau vous embêter en vous racontant quelques bonnes histoires, des histoires du temps passé, à l'époque où le grand-père faisait encore la cour à la grand-mère. À cette époque-là, on ne connaissait pas encore l'électricité. On avait une lampe à pétrole, des chandelles. On ne connaissait pas la plaque électrique, une plaque électrique du Shabbat, qui brûle du vendredi jusqu'au soir de Shabbat. À cette époque-là, on mettait encore le repas dans le stopche, c'est ce poêle cette espèce de marmite norvégienne juive, shabbatique, dans lequel on mettait, au charbon de bois, dans lequel on mettait le repas pour qu'il reste chaud pendant tout le Shabbat, et qu'on le mettait à la veille, bien sûr, avant le Shabbat. Je vous ai choisi une petite histoire qui s'est passée à Trimbar, dans le Bas-Rhin. Tout ce que je vous raconte n'est pas un rêve ou un mensonge, c'est tout pure vérité, et si parmi vous il y a quelqu'un de Trimbar, il pourra vous le certifier. Et sinon, vous n'avez pas d'autre choix que de me faire confiance. À Trimbar, cette petite ville de l'Alsace, habitait die Schemesietl, c'est le nom de cette dame, et chaque enfant connaissait la Schemesietl, car le vendredi, tout le monde s'empressait vers elle, courait vers elle. Tout celui qui ne voulait pas faire du feu à la maison pouvait apporter son plat chez Schemesietl. C'est-à-dire qu'on apportait cette soupe qui
et les autres choses de Kugel, on l'apportait pour chez elle et elle le tenait au chaud et on venait le récupérer souvent après l'office, donc le Shabbat matin. C'est ce qu'on appelle Setzi soup, c'est une soupe très épaisse de haricots, du Kugel ou encore de l'estomac farci. L'estomac farci, c'est un peu du coudoir en plus grand. Et un jour... Et un jour, il y a eu une bagarre à éclater, une dispute a éclaté entre la Tréine et la Serre, car chacune a prétendu que le plus gros Kugel, c'était les siens. Et elles ont commencé à se disputer d'importance lorsqu'elles ont décidé, en gros, de recourir à la sagesse. Chacune a prétendu que le plus gros Kugel, c'était les siens. Et elles ont commencé à se disputer d'importance lorsqu'elles ont décidé, en gros, de recourir à la sagesse du jugement de Salomon, du chef de la communauté du Parnes. Et on a été demandé à celui-ci son avis. Et il leur a dit, voilà, si vous voulez bien vous soumettre, je vous propose un jugement, le jugement de Salomon que voici. Chacun d'entre vous va tirer, celle qui aura tiré la courte paille, c'est celle-là qui aura le plus gros Kugel. Et l'autre, bien sûr, celle qui aura la plus grosse paille, elle aura le petit Kugel. Mais je vais vous donner un bon conseil. La prochaine fois, mettez-y donc un petit fil, l'un bleu, l'autre rouge, et Raut, Weißraut, blanc et rouge. Et la prochaine fois, vous n'aurez plus jamais, vous disputerez et vous pourrez vivre en amitié, en fraternité, comme deux mêmes enfants. Je passe maintenant la parole au docteur André Archer. Ça fait Versteiner alle Jiddisch. Tu traduiras de temps en temps. Oui. Tu traduiras toi. Oui. Avant que de commencer de vous raconter quelques histoires, est-ce que tout le monde me comprend? Avant de commencer de vous raconter quelques histoires, je voudrais simplement vous raconter ce qui m'est arrivé tout récemment. Il y a quelques jours, une jolie maman juive est venue avec sa petite fille de 5 ans chez moi à la consultation et, bon, entre autres choses, m'a raconté qu'elle commençait à étudier le violon, la petite fille. Alors j'ai dit, pourquoi avez-vous choisi cet instrument? Alors elle m'a répondu cette phrase assez célèbre que je ne sais pas quel grand violoniste avait dite. Un violon, c'est plus facile à transporter qu'un piano. Alors, je ne sais plus qui avait raconté ça, peut-être Menuhin ou Yachar Heifetz, je ne sais plus. Bref, nous sommes venus alors à parler des origines de cette dame et de sa destinée. Elle était d'origine, ses parents étaient austro-hongrois, elle était de nationalité israélienne, avait ensuite pris la nationalité française. Elle avait un mari qui était d'origine américaine et qui avait la nationalité américaine, etc. Alors moi je lui ai raconté, tiens c'est drôle, vous êtes de partout et de nulle part. Il y a 7 générations ou 8 de Archer qui sont enterrés au même cimetière d'Ettendorf. Alors cette dame m'a regardé et a dit, ah oui, vous êtes profondément enraciné dans ce pays. L'autre histoire, ça beaucoup d'entre vous sans doute l'ont entendu, c'était quand il y avait la soirée de chant sépharadim au conservatoire et où le représentant du Conseil de l'Europe de l'Espagne a fait un exposé introductif à cette musique et où il a raconté comment ces juifs sépharadim qui ont donc été expulsés d'Espagne en 1492, comme tout bien, ont emmené avec eux leur lachon, leur ladino, leur judéo-espagnol, et l'ont cultivé et l'ont conservé
à tel point que, actuellement, quand les musicologues ou quand les linguistes espagnols actuels veulent faire des recherches sur la musique de l'époque ou sur la langue parlée à l'époque, parce qu'évidemment l'espagnol, comme toute langue vivante, a évolué beaucoup plus vite que les langues qui ont été parlées par tradition ensuite, et souvent presque dans une espèce de but religieux, si vous voulez, ces langues sont restées invariables. Et maintenant, les exégètes, les linguistes et les musicologues eh bien, vont interroger ceux qui savent encore le ladino, soit en Turquie, soit en Grèce, soit même à Amsterdam. Vous savez qu'on fait encore la prière à Amsterdam en ladino pour la reine, etc. Ceci pour vous dire combien le juif est quelqu'un de fidèle à ses attaches et combien il est important d'en avoir. Eh bien, j'ai dit ça, je ne voulais au fond pas vous faire ce laïus introductif qui n'est pas tellement humoristique, mais ce soir, j'y ai été amené parce que j'ai écouté une émission à France Culture juste avant de venir ici au dîner, et où il y avait Albert Memmi, le docteur Naum et Madame Ora Schweitzer qui a parlé ici il y a quelques jours, et où ils ont précisément parlé de la culture juive et de la spécificité de la culture judéo-arabe, de la culture yiddish, de la culture de ces différentes cultures, et desquelles fait partie peut-être aussi, à un titre un petit peu moindre, le judéo-alsacien. Alors mon propos est simplement de vous dire que le peu que nous gardons encore de notre Yiddishkeit, nous devrions peut-être un petit peu le cultiver et essayer de ne pas le perdre totalement. C'est si vrai que vous savez que maintenant ce sont des linguistes non juifs qui s'occupent de ça. Je ne parle que du professeur Raymond Madsen, par exemple, qui actuellement collige les vieux dictons alsaciens et qui fait de l'exégèse sur le judéo-alsacien, sur les racines bibliques, sur l'étymologie, etc. Beaucoup de juifs ne le savent plus, mais maintenant ce sont les non-juifs, ce sont les linguistes qui s'occupent de ça. Le judéo-alsacien est devenu quelque chose qui fait maintenant que on s'intéresse tellement à la spécificité culturelle de chaque petite province, n'est-ce pas? C'est peut-être le moment de remettre à l'honneur notre judéo-alsacien. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est très brièvement de l'humour judéo-alsacien. Mais je ne veux pas vous raconter de witz, n'est-ce pas? Je ne veux pour commencer pas du tout vous raconter de blagues dans le genre des histoires juives, n'est-ce pas, qui ont en général d'ailleurs été écrites par des antisémites, n'est-ce pas, et qui mettent en relief leur avarice ou leur roublardise. Non, ni d'ailleurs des blagues ou des witz spécifiquement juifs où le juif montre toujours sa chorma. Ce dont je voudrais vous parler, c'est surtout de l'humour de tous les jours, de certaines répliques dont la plupart, je ne dis pas de certaines, mais dont la plupart sont rigoureusement authentiques et que j'ai entendu, ou que mon père, ou que mon grand-père, pas mon grand-père puisque je ne l'ai pas connu, mais que mon père m'a rapporté. Cet humour doit évidemment beaucoup au mélange de l'alsacien et de l'hébreu, et ça donne quelquefois des résultats assez cocasses. Je voudrais vous raconter par exemple l'histoire de ce marchand de bestiaux qui, dans un petit village où un paysan lui devait une assez forte somme, n'a trouvé comme seul prétexte que de raconter à celui-là qu'il était mort. Alors il lui a dit que son père étant mort, il avait besoin de la somme d'argent que ce paysan lui devait. Et au même moment où il lui raconte cette histoire, voilà son père qui arrive. Alors il le voit venir de loin, le paysan lui tournait le dos à ce père, et de loin, il lui a fait signe et lui a dit « Rats vejefrer, ich hab mir gedacht, du bist geniftert. » Alors, ça c'est une... ça c'est une phrase... C'est une phrase extrêmement intéressante. On va vous la traduire. Non, je ne vais pas seulement vous la traduire, je vais en faire l'exégèse. Parce que ça, c'est une phrase très intéressante. Parce qu'il n'y a absolument, dans toute cette phrase, il n'y a que des mots purement hébreux.
mais des mots qui ont été alsacianisés. Et les seuls mots non hébreux qui sont là-dedans, ce sont les auxiliaires, ich bin, n'est-ce pas, und ich hab, n'est-ce pas, auxiliaires que nous n'avons pas en hébreu. Ratz veyivrach, je vais dire la phrase en hébreu si vous voulez. Ratz veyivrach, dibarti sheniftarta. N'est-ce pas? Voilà ce que ça donne, je pense, M. Dorada, en hébreu. N'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a chaque fois ajouté, comme on le dit en allemand, à la troisième personne, on a mis un T, ich hab medavert, n'est-ce pas? Tu bist geniftert, n'est-ce pas? Et on a ajouté l'auxiliaire. Donc voilà, ceci n'est absolument pas une blague, n'est-ce pas? C'est une histoire, je ne sais pas si elle est effectivement authentique, mais elle aurait pu parfaitement se passer comme ça. Oui, j'ai oublié le sens, n'est-ce pas? C'était va, ratz, veyivrach, va et disparaît. Ich hab medavert, j'ai dit, tu bist geniftert, que tu es mort, n'est-ce pas? Il avait raconté à ce paysan que son père était mort et il lui a dit de s'en aller. Une autre cocasserie de ce même genre et qui montre aussi un petit peu la disposition d'esprit de nos juifs alsaciens, n'est-ce pas, qui ne voulaient jamais, chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose de bon ou de mauvais, invoquer les puissances célestes. Et quand on vantait n'importe quoi, on ajoutait toujours ce fameux mot Unbeschreie que vous connaissez tous bien, qui veut dire sans vouloir vanter telle ou telle chose. Il y a un vieux juif alsacien qui est appelé à témoigner au tribunal. Ça se passe avant la guerre de 14-18, donc la scène se passe en allemand. Le juge demande à ce témoin: Wie alt sind Sie? 80 Jahre unbeschreien. Alors le juge ne comprend pas. Wie alt sind Sie? 80 Jahre unbeschreien. Ich frage Sie, wie alt Sie sind. Alors le greffier qui était à côté du juge lui tape sur l'épaule et lui dit: Herr Richter, warten Sie einen Moment, ich werde ihn fragen. Et le greffier dit: Non, Horchen, wie alt sind Sie umschreien? 80 Jahre. C'est difficile. Je m'excuse, c'est difficile à traduire, n'est-ce pas? Parce que le brave juif alsacien ajoutait à chaque fois, quand on lui disait quel âge avez-vous, il disait 80 ans sans vouloir m'en vanter, n'est-ce pas? Et alors c'est cette phrase unbeschreien qui était ni de l'allemand ni aucune langue que comprenait ce juge, a irrité ce juge. Et alors le greffier, voyant cela, et le greffier étant juif, lui a tourné la phrase à ce brave témoin de telle manière à ce qu'il puisse répondre simplement par son âge, et lui a dit: quel âge avez-vous sans vouloir vous vanter? Il a dit 80 ans, et tout le monde était content. Toujours dans cet ordre d'idées, l'humour alsacien, n'est-ce pas, très souvent est involontaire, et je voudrais simplement citer cette phrase de notre vieux Parnès. J'ai beaucoup aimé l'exposé de Monsieur le Grand Rabbin, je dois le lui dire. Il faudra un jour que je ponde quelque chose comme ça sur ces juifs de Pfaffenhofen, qui sera certainement tout aussi savoureux. Pour aujourd'hui, je n'en raconterai qu'une seule, plus savoureux. Simplement cette histoire de notre Parnès à nous, qui à l'époque c'était Monsieur Simon Metzger, j'ai bien le droit de rappeler son nom, qui un soir de Yom Tov ou de Schulzit, je ne sais plus exactement, où tous ensemble nous faisions pas mal de bruit, je ne sais pas si tout le monde priait ou si certains bavardaient. En tous les cas, à un moment donné, il s'est écrié: Es ist hoch verboten zu ohren. Il voulait dire: Es ist verboten hoch zu ohren. Je traduis, n'est-ce pas? Il y avait du brouhaha à la synagogue, et alors le Parnès, voulant dire il est hautement défendu il est défendu de prier à haute voix, a dit il est hautement défendu de prier. Une autre histoire rigoureusement authentique, parce que celle-là je l'ai vue, je l'ai connue.
est une réplique qui a été faite à mon père et qui montre la truculence et l'esprit de répartie qu'avaient certains juifs. Mon père, avec quelques autres amis, était au Gratwolseck, c'était la maison à côté de nous, n'est-ce pas, devant la Schmiede, la forge de Pfaffenhofen, parce qu'à l'époque où j'étais un petit enfant, il y avait encore le forgeron, le tonnelier, le charpentier, le charron, etc. C'était d'ailleurs très intéressant pour nous. On a appris beaucoup de choses comme ça. Le Leim, qui était aussi un des deux bouchers du village, à Pfaffenhofen, bon, c'était plus grand que Schwarzenheim, il y avait quelque chose comme 1200 habitants, mais il y avait 4 bouchers, dont 2 étaient juifs. Et le Leim, qui était un des deux bouchers, discutait avec mon père. Et subitement, mon père voit que la braguette, excusez-moi mesdames, la braguette du Leim était ouverte. Elle lui dit, Leim, du hast dein Hosschlitz offen. Et Leim lui répond, non, es kommt außer Karisches heraus. Vous voyez, je vais essayer de la traduire, mais elle perd évidemment tout son sel. Je dois la laisser. Je vais la laisser. Je dois traduire. Non, mais n'est-ce pas, les quelques-unes que je vais raconter perdent tout leur sel quand on les traduit, évidemment. Mon père dit à son ami, ta braguette est ouverte. Et le boucher qui lui répond sans se départir, il n'en sortira pas de richesse, pas d'antisémitisme. Une autre histoire que me racontait mon père, et qui est aussi assez amusante, qui est parfaitement authentique, n'est-ce pas, et qui est digne, beaucoup plus concise, mais tout aussi évocatrice qu'une fable de La Fontaine, vous allez voir. Un voisin rencontre mon grand-père et lui dit, Marix, heit hätte ich einen Nabel neischilegen in der Kafer, vor einer halben Mark. Alors mon grand-père lui répond, ja, warum hast du nicht gekauft? Ja, außer ist ein ganzer Fetzer dran gewesen. C'est exactement l'histoire du renard et des raisins. Le voisin dit à mon grand-père, écoute, j'aurais pu acheter un gilet flambant neuf pour un demi-mark, 50 pfennig. Alors mon grand-père lui dit, mais pourquoi tu ne l'as pas acheté? Oh, il était complètement déchiré. Donc il a fait, n'est-ce pas, lui-même, quand il a vu qu'il avait raté la bonne affaire, n'est-ce pas, il a dénigré ce qu'il aurait pu avoir. C'est exactement la fable du renard et des raisins. Très bien. La vantardise était, et peut-être encore, le défaut de quelques juifs alsaciens. Ça, c'est encore une histoire vraie. Il y avait à Célestat un marchand de grains, riche et bien connu. Ah, il y a quelqu'un ici. Bon, je ne le nommerai pas. Ah, c'est juste. C'était à Hirschheim. Bon, c'est ce qu'on appelle un repli stratégique. C'est juste, c'était à Hirschheim. Un marchand de grains riche, mais qui se vantait beaucoup. Et qui rencontre une fois un ami et lui dit, oh ich, wie viel Zentner Pfüve meinst, dass ich heute Morgen schon verladen habe? Et l'autre qui lui répond, die Hälfte. C'est très bon. Le marchand de grains dit à son voisin, combien crois-tu de quintaux de blé que j'ai déjà chargé aujourd'hui? Et l'autre lui répond, la moitié. Est-ce que tout le monde me comprend? Tout le monde me comprend?
toujours à propos de vantardise, et surtout, vous savez que les familles juives à la campagne, et en général les Atafnofen en particulier, ne roulaient pas à l'époque sur l'or. Mais ces gens, très souvent, avaient une certaine fierté et ne voulaient pas le laisser paraître. Et il y avait à Atafnofen une famille qui avait je ne sais pas combien d'enfants, elle était extrêmement nombreuse, et dont le mari allait avec son petit baluchon sur le dos comme le Maouché le Tselvir. Et quand il rentrait chez lui le soir, et que par hasard il était accompagné d'un ami, et mon Dieu, que la pitance n'était pas extrêmement abondante, sa femme lui demandait: Non, Etzig, was willst du zum Nachtessen? Wir haben noch ein bisschen übrige Hühn vom Schabbat. Oder wir haben noch die Zungenwasch vom Freitagsnacht, die wir nicht ganz fertig gemacht haben. Oder hättest du lieber, dass ich dir ein Kotelett braut oder so etwas? Et l'autre, qui savait parfaitement qu'il n'y avait absolument pas rien de tout cela à la maison, disait: Ja, Horich, gib mir gerade den Teller voll Grumpeeresuppe, das habe ich am liebsten. Das ist alles Emmes. Donc, dans cette famille pauvre, la femme demande à son mari, pour cacher un petit peu leur misère: Écoute, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne à manger? Il nous reste un petit peu de poulet du Shabbat midi, ou bien tu préfères encore un morceau de langue du vendredi soir, ou veux-tu que je te fasse vite griller une côtelette? Et le mari, qui savait parfaitement qu'il n'y avait absolument rien de tout ça à la maison, lui dit: Fais-moi une assiette de soupe de pommes de terre, ça me suffira. C'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. La bouffe, n'est-ce pas? La achille a toujours joué un rôle très important. D'ailleurs, vous avez vu la dispute, n'est-ce pas, qui a été jusque devant le Parnes de la commune à propos des deux Kugel, n'est-ce pas? Des histoires de Kugel, je pourrais aussi vous en raconter, mais enfin, ce soir, ce sera pour une autre fois. Bref, tout de même une à propos de Kugel, ça c'était toujours notre fameux Parnes qui disait ça. Quand il nous voyait, quand nous étions gosses, là, mon frère et moi, les Gradwohl, etc. Kugel haben wir gestern oben. Quand c'était le Shabbos midi, par exemple, il nous racontait ça. Kugel. 4 Mann haben ihn auf den Tisch tragen. Nous avions un Kugel si grand que 4 hommes ont été obligés de le mettre à table tellement il était grand. Ça, c'est bon. À propos de gourmandise et de manger, on raconte aussi l'histoire de ce fiancé qui devait manger dans la famille de sa future. Et ce fiancé était extrêmement gourmand. Et sachant cela, il avait amené un de ses camarades pour le surveiller un petit peu. Et bon, vous savez comment se passait un dîner du vendredi soir. Je crois qu'il était invité au Shabbos. On a commencé par la soupe, n'est-ce pas, avec les fameux Marie Knepflich, n'est-ce pas? Bon, très sagement, il n'en a pris qu'une assiette. Très bien. Ensuite est venu le Yétefish, le poisson à la juive. Alors là, tout de même, il n'a pas pu se retenir d'en prendre 2 morceaux. Alors, le copain lui a déjà donné un petit coup de pied sous la table. Vient le Soupeflash, n'est-ce pas, le pot-au-feu. Et alors là, comme il était l'invité d'honneur, on lui présente le plat d'abord, il pique tout de suite dans le plus gros morceau. Coup de pied du camarade. Bon, il mange, on repasse le plat, il reprend le morceau. Nouveau coup de pied du camarade. Et alors, l'autre lui souffle dans l'oreille: Sie gefällt mir doch nicht. La fiancée ne lui plaisait pas, alors il a donné libre cours à sa gourmandise. Je vais vous en raconter une autre. Elle est moins marrante, elle est beaucoup plus sarcastique. Elle est tout à fait authentique. Elle est arrivée à ma grand-mère Sorle de Wittersche, parce que ma grand-mère était de Wittersche, le même patelin d'où est la mère de Germain Muller. Vous voyez combien c'est important. Ma grand-mère, pour vous situer un petit peu le
faire un petit portrait de famille. Ma grand-mère avait 4 filles et avait été veuve à quelque chose comme 30 ans. Sa fille cadette avait 3 ans, il était mort par une explosion en voulant nettoyer un tonneau d'eau de vie qui contenait encore des vapeurs d'alcool. Et le tonneau a sauté et il est mort. Donc ma grand-mère était restée veuve avec ses 4 enfants et elle tenait à Wittersche une petite épicerie. Mais si elle était pauvre, elle n'en était pas moins charitable et elle invitait très souvent les schnorrers de passage. C'était encore des Alsaciens à l'époque. Le schnorrer si ça avait été un non-alsacien, elle l'aurait invité quand même, j'espère. Donc ce schnorrer vient toujours à l'heure de midi, naturellement, pour se faire inviter. Et ma pauvre grand-mère n'avait pas prévu ce supplément. Alors, je ne sais plus ce qu'elle avait cuisiné. Bref, ils étaient donc 5. Mon frère le sait, c'était des Melknipfel. Vous savez ce que c'est, des petites boulettes à la farine. Des Spätzle, comme on dit en alsacien. Et elle avait donc cuisiné pour 5 personnes, elle et ses 4 filles. Et ce schnorrer avait sans doute un bon appétit, alors on lui sert sa part. Et ma grand-mère se sert et sert ses 4 filles symboliquement. Le schnorrer se sert et se resserre et se resserre. Bon, finalement, le plat est vide et ma mère et mes tantes sont là à le regarder admirative, n'est-ce pas, d'avoir pu tant ingurgiter. Et à la fin, parce que non seulement ma grand-mère était charitable, mais elle était aussi pieuse, et elle lui dit, non, Horische, wir haben jetzt fertig gegessen, wir wollen noch nicht benchen. Ich kann nicht benchen, ich bin noch nicht satt. Je pense que je n'ai pas besoin de traduire, ou bien... Alors ça c'est une histoire authentique. Vous voyez que l'humour pouvait aussi être un tantinet sarcastique. Le Hilfesred, n'est-ce pas, a toujours aussi été assez prisé parmi les juifs alsaciens et il y en a qui le cultivaient très bien. Et là, je vais encore vous raconter une histoire tout à fait authentique. Je regrette qu'il ne soit pas là, je ne pense pas qu'il soit là. Mon cousin Gérard Strauss, le pharmacien d'Egbolsheim, non, il n'est pas là. Ça ne fait rien, ce n'est pas péjoratif pour lui. Quand sa mère, qui était de Fegersheim, était fiancée, elle était fiancée à un pharmacien. Et ça, en 1925, ou je ne sais pas quand c'était déjà quelque chose. Et alors, dans le village de Fegersheim, n'est-ce pas, on racontait « Mannen, die Camille, sie bekommt den Apotheker. » Et bon, tout le monde racontait ça de bouche à oreille, « sie bekommt den Apotheker. » Et il y avait, parmi toutes ces femmes juives, il y avait une mauvaise langue. Et quand on lui a raconté, was die Camille hier bekommt, elle a dit, « Jo, es wordt zo anders wie die Etikette klebt. » Je traduis pour ceux qui n'auraient pas compris. On racontait donc ça que la cousine de mon père allait épouser un pharmacien. Et alors, une personne qui était très mauvaise langue, n'est-ce pas, oh, un pharmacien, ça doit en être un qui colle les étiquettes, c'est-à-dire un préparateur, n'est-ce pas. C'était trop beau, n'est-ce pas, si elle avait épousé un pharmacien. À propos de fiançailles, je vais maintenant vous raconter une autre histoire qui est aussi assez savoureuse. C'est celle de ce Schatzchen qui avait à un jeune homme, je crois de la ville, avait vermassert une jeune fille de Grüsse. Grüsse était une communauté, comme vous le savez, très célèbre dans tout le Haut-Rhin et qui était relativement grande. Enfin, c'était tout de même un petit village. Et vous verrez pourquoi je le dis. Bon, alors tout va très bien, mais les parents, tout de même un petit peu méfiants, ont pris d'autres sources de renseignements que celles seulement du Schatzchen et ont appris que cette jeune fille ne valait pas grand-chose et avait traîné un petit peu avec tous les jeunes du village. Alors quand le Schatzchen est venu pour conclure cette affaire de mariage, comme ça se faisait toujours dans le temps, les gens lui ont dit, Horichenhol, Herr Blum, je ne sais pas comment il s'appelait, peu importe,
Je ne peux pas dire Herr Harscher, parce que nous sommes les seuls qui portions ce nom et personne n'avait été Schatchen dans notre famille que je sache. Enfin, peu importe. Disons donc, pour ne pas vexer les Blumen, Herr X, das Madle, wir uns da vermasserten von Grüße, das ist nichts wert. Mais ein Kerl, das Madle, ist schon mit aller Jungen herumgelaufen von Grüße. Et le Schatchen de répondre non. Wie groß ist das Grüße? Je traduis pour ceux qui n'ont pas compris. Le marieur, donc, avait promis une jeune fille de ce village de Grusenheim, et les parents qui se sont renseignés ont appris que cette jeune fille ne valait pas grand-chose, elle avait traîné un petit peu avec tous les garçons. Et lui disent, mais écoutez, c'est pas possible, cette jeune fille ne vaut rien, tous les garçons de Grusenheim ont déjà couru avec elle. Et le Schatchen de répondre, Monsieur Grusen, c'est tellement petit. Encore une histoire de Schatchen, n'est-ce pas? Mais celle-là, elle n'est peut-être pas authentique, je ne le sais pas, parce que ce serait trop belle pour être vrai. Un Schatchen marie, ou essaye de marier un jeune homme avec une jeune fille dont la dot, avant la guerre de 14, n'est-ce pas, était de 1 million. 1 million? Nouveau, ancien, nouveau. Alors, seulement, il est obligé de l'avertir que cette jeune fille est bossue. Alors, le jeune homme hésite un instant et demande quelque temps de réflexion. Il dit, bon, hoor je komen we er in een revoer. Ik heb echt aan me niet schuiven.